Au début de 1946, alors que de nombreuses régions d'Europe tentaient déjà de laisser derrière elles l'horreur, un groupe de femmes fut traduit devant un tribunal à Gdansk. Ce n'étaient pas des officiers de haut rang, ni des responsables de la conception de politiques génocidaires. C'étaient de jeunes femmes, la plupart sans expérience militaire, qui avaient servi comme gardiennes dans le camp de concentration de Stutthof. Certaines avaient auparavant travaillé comme secrétaires, d'autres comme serveuses. Toutes avaient un point commun, elles avaient fait partie de la routine quotidienne d'un lieu conçu pour tuer. Stutthof ne fut ni le plus grand ni le plus célèbre des camps, mais il fonctionna pendant presque toute la guerre. Là, les gardiennes jouaient un rôle actif. Elles contrôlaient les prisonnières, appliquaient les punitions et surveillaient les marches vers les chambres à gaz. Lorsque le camp fut libéré, plusieurs furent capturés, jugés publiquement et pendus devant des milliers de personnes lors de l'un des événements les plus symboliques de l'après-guerre en Pologne. Comment en étaient-elles venues à s'impliquer si profondément dans ce système ? Qu'est-ce qui les avait réellement motivées ? L'origine de la terreur. Stutthof, qui dès le début fut utilisé comme lieu pour enfermer les opposants polonais, se transforma peu à peu jusqu'à devenir un centre où l'on éliminait des personnes de manière systématique. En 1939, il débuta comme un site de détention pour prisonniers, mais au fil des années, il s'agrandit et changea de fonction. Il devint une pièce clé dans l'élimination organisée des Juifs, des prisonniers soviétiques et d'autres groupes désignés comme ennemis. On y installa des crématoires, des équipements pour utiliser le gaz furent mis en place et tout fut ajusté pour rendre le contrôle plus efficace. Les SS se chargèrent de sélectionner un personnel qui non seulement obéissait aux ordres, mais qui était aussi prêt à utiliser la force sans hésiter. À mesure que le système avait besoin de plus de personnes pour maintenir l'ordre, on commença à intégrer des femmes dans ces fonctions. Ce n'étaient pas des assistantes de bureau. Ces gardiennes étaient formées avec des techniques pour maltraiter, soumettre et briser psychologiquement les détenus. Certaines dirigeaient même des blocs entiers. Par exemple, Gerda Steinhoff, âgée de 23 ans, commandait à des centaines de prisonnières. L'agressivité était devenue une routine. Cris, coups et même meurtres étaient monnaie courante. Stutthof n'était pas seulement un lieu aux conditions terribles. C'était un espace où la violence était devenue partie intégrante du système. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 110 000 personnes passèrent par là et près de 65 000 n'en sortirent pas vivantes, que ce soit dans le camp ou lors des marches forcées. Parmi elles, il y avait de tout. Adultes, enfants, personnes âgées, hommes et femmes. La majorité étaient des Juifs venus de différentes parties de l'Europe, mais il y eut aussi des Polonais, des soldats russes capturés et d'autres prisonniers. Dans les dernières années du camp, les chambres à gaz furent utilisées de manière habituelle. Mais ce ne fut pas le seul moyen de tuer. On procéda aussi à des fusillades, des pendaisons, on laissait mourir les gens de faim ou de maladie sans traitement. Les corps s'empilaient et les crématoires fonctionnaient sans interruption. Nombre de gardiennes ne se contentèrent pas de voir tout cela. Elles participèrent directement en choisissant qui devait être exécuté. Certaines se portèrent même volontaires pour ces tâches. L'appareil qui maintenait le camp ne fonctionnait pas seulement grâce aux ordres militaires. Il reposait sur une idéologie qui justifiait tout. On leur répétait que les détenus n'étaient pas des êtres humains, mais des ennemis. Cette idée fut essentielle pour que des femmes menant une vie ordinaire deviennent des actrices actives du système d'extermination. Elles ne se limitaient pas à suivre les ordres. Elles prenaient des initiatives. Elles punissaient comme une routine, humiliaient par habitude et tuaient sans hésiter. Des histoires comme celle de Barkman, Paradis ou Klaff ne furent pas des cas isolés. Elles représentaient une manière d'agir généralisée, où les femmes furent aussi des éléments actifs des crimes du régime nazi. Elles n'étaient pas seulement présentes, elles faisaient partie du système qui exécutait les assassinats de masse. Même si beaucoup tentèrent ensuite de s'expliquer ou de dire qu'elles ne faisaient qu'obéir, les archives et les témoignages montrent clairement le rôle qu'elles ont joué. Le 25 janvier 1945, alors qu'il était déjà clair que l'armée rouge s'approchait, l'ordre fut donné de vider le camp. C'est ainsi que commencèrent les fameuses marches de la mort. Des milliers de prisonniers furent contraints de marcher pendant des semaines, en plein hiver et sans nourriture. Beaucoup ne survécurent pas. Certains furent fusillés s'ils tentaient de s'échapper. Les gardiennes étaient là aussi, surveillant, poussant, agressant.
Quand les Soviétiques arrivèrent aux ruines du camp, ils trouvèrent des installations vides et les restes du système d'extermination. Il ne restait que peu de prisonniers vivants. Seuls quelques témoins, malgré tout, avaient réussi à survivre aux marches. Les documents officiels, les objets abandonnés et les récits recueillis par la suite servirent à reconstruire ce qui s'était passé là. Stutov ne fut pas aussi connu qu'Auschwitz, mais son fonctionnement n'en fut pas moins brutal ni moins organisé. Dans les jours qui suivirent à la libération, les forces soviétiques puis les Polonais commencèrent à rassembler des preuves. On trouva des centaines de corps, des baraquements remplis de vêtements, des effets personnels entassés et des structures adaptées aux assassinats de masse. La plupart des responsables avaient déjà fui, mais avec le temps, ils furent localisés. Certains tentèrent de se cacher ou de changer d'identité. D'autres, comme les plus jeunes gardiennes, revinrent dans leur village pensant que personne ne les poursuivrait. Le processus d'identification des femmes impliquées ne fut pas immédiat. Beaucoup de témoins étaient dispersés, d'autres avaient peur de parler. Mais peu à peu, grâce à la collaboration des survivants et aux registres internes, la liste des noms se construisit. Les plus connus étaient faciles à retrouver, en raison de leur comportement dans le camp. Leurs surnoms, descriptions physiques et actions, restèrent gravés dans la mémoire collective des victimes. Tout au long de 1945 et 1946, l'administration polonaise, avec le soutien soviétique, organisa une série de procès à Gdansk, anciennement Danzig. Sur le banc des accusés ne s'assirent pas seulement des hommes des SS, mais aussi des femmes. Parmi elles se trouvaient certaines des plus violentes du camp de Stutov. Les images des procès, les déclarations et les verdicts montrèrent de jeunes gardiennes, beaucoup âgées de moins de 30 ans, faisant face à des accusations de crimes contre l'humanité. Les déclarations des témoins furent directes. On y parlait de coups, d'humiliations, d'exécutions et de scènes de cruauté extrême. Plusieurs survivants s'accordaient à dire que certaines femmes SS semblaient prendre plaisir à la souffrance des autres. Il n'y eut aucun doute. Les preuves étaient claires et accablantes. Les condamnations ne tardèrent pas. Plusieurs furent condamnés à mort. D'autres reçurent des peines de prison. Quelques-unes obtinrent des peines légères ou même la liberté, faute de preuves ou en raison de leur coopération avec les procureurs. Le procès mit fin à une étape sombre du camp. Mais il ouvrit aussi une discussion qui se poursuit encore aujourd'hui. Comment des femmes si jeunes ont-elles pu participer à une telle machine? Qu'est-ce qui les poussa à agir avec une telle violence? Étaient-elles seulement des exécutantes ou aussi convaincues par le système? Ce qui est certain, c'est que Stutov montra clairement que la terreur nazie n'eut pas seulement un visage masculin. La routine de la peur à Stutov. Herta Bot, Wanda Klaff et Ewa Paradis furent quelques-uns des visages les plus mémorables de ce qui se passa à Stutov, l'un des camps les moins évoqués, mais où la brutalité était quotidienne. Là-bas, des milliers de personnes, pour la plupart juives, vécurent des situations qui semblent aujourd'hui impossibles. Ces femmes, peu importe leur âge ou qu'elles soient mères, jeunes ou paysannes, devinrent des exécutantes. Elles frappaient sans retenue, punissaient n'importe qui et n'hésitaient pas à maltraiter enfants, personnes âgées ou femmes enceintes. La douleur physique, la destruction mentale et les chambres à gaz n'étaient pas des événements isolés. Ils faisaient partie du quotidien. Elles n'agissaient pas sur un coup de tête. Tout faisait partie d'une structure pensée et appliquée avec froideur. Le 20 janvier 1942, 14 figures clés du régime nazi se réunirent à Berlin pour ajuster les détails de ce qu'ils appelèrent la solution finale. Lors de la conférence de Wannsee, il fut établi comment éliminer des millions de juifs de manière organisée. Ce ne fut pas une décision improvisée. Depuis l'accession d'Hitler au pouvoir, les mesures contre les Juifs étaient devenues de plus en plus dures, et ce qui avait commencé par une exclusion sociale se termina en assassinat systématique. Cette réunion servit de base pour appliquer cette politique d'extermination dans tous les camps, y compris Stutov. Avec ce plan en marche, les nazis édifièrent de nouveaux camps en Pologne occupée, des lieux où les prisonniers vivraient sous la torture, la faim et la peur constante. Certains de ces camps devinrent tristement célèbres pour la manière dont ils traitèrent les gens. Ceux qui survécurent racontèrent des choses à peine imaginables, une faim telle qu'elle les empêchait de bouger, des punitions qui leur enlevaient la peau du dos et des nuits où seuls les cris résonnaient.
Le corps et l'esprit s'éteignaient peu à peu. Avant tout cela, les Juifs en Allemagne faisaient partie du pays comme n'importe quel autre groupe. Mais quand Hitler prit le contrôle et que la propagande commença à répéter qu'ils étaient responsables de tous les problèmes, tout changea. La société accepta peu à peu ce mensonge. En 1935, avec les lois de Nuremberg, on leur retira la citoyenneté. Ils perdirent leurs droits, ne pouvaient plus se marier avec des Allemands, ni travailler à certains postes. Ils furent réduits à une condition qui les excluait de la société. Ainsi, leur ôter la vie devint quelque chose que beaucoup ne considéraient plus comme un crime. Les conditions à l'intérieur de Stutthof étaient un mélange de punition et d'abandon. Ils dormaient dans des baraques où tout le monde ne tenait pas, sur des lits en bois ou directement à même le sol. La nourriture était minimale, un morceau de pain dur, un peu de soupe claire et rien de plus. Si quelqu'un essayait d'en obtenir davantage, il était battu ou envoyé aux travaux forcés. En hiver, le froid s'infiltrait partout. Beaucoup mouraient gelés ou de maladies non traitées. L'hygiène était inexistante. Les vêtements n'étaient pas lavés et les corps sans vie s'accumulaient près des baraquements. Chaque garde avait une tâche spécifique. Certaines surveillaient les travaux, d'autres supervisaient les punitions, d'autres encore décidaient qui vivrait ou mourrait ce jour-là. Ce n'était pas occasionnel. C'était un système dans lequel chaque élément visait à causer la plus grande souffrance possible. Les femmes SS ne faisaient pas que suivre les ordres. Beaucoup se distinguaient par leur violence. Elles hurlaient, frappaient, tiraient. Certaines avaient des chiens dressés qu'elles lâchaient sur les détenus. Tout était calculé pour briser physiquement et émotionnellement les prisonniers. La journée commençait tôt, parfois avant l'aube. Les rangs pour le comptage étaient obligatoires, qu'il neige ou qu'il pleuve. Si quelqu'un bougeait, tombait ou ne répondait pas rapidement, il était frappé ou retiré de la file pour être puni à part. Ensuite venaient les ordres du jour. Nettoyage, transport de pierres, creusement de tranchées, transport de cadavres. Les tâches étaient répétitives, lourdes et sans repos. Les pauses n'existèrent pas. Si quelqu'un tombait au sol, on le laissait là ou on l'achevait d'une balle. Les gardiennes connaissèrent bien le terrain. Elles savaient comment soumettre les prisonniers, non seulement par les coups, mais aussi par des humiliations constantes. Souvent, elles forcèrent les détenus à chanter en transportant des corps ou en creusant leur propre tombe. S'ils refusaient, elles les frappaient jusqu'à les rendre inconscients. Les ordres ne se discutaient pas. Tout ce qu'elles faisaient avait un but: écraser la dignité. Les punitions étaient aussi fréquentes que le pain dur du petit déjeuner. Une faute mineure, comme parler hors de son tour ou regarder le sol, pouvait se solder par une bastonnade ou des jours d'isolement sans nourriture. Les gardiennes les plus violentes devenaient redoutées, même parmi le personnel du camp. L'une frappait avec une planche quiconque ne bougeait pas assez vite. Une autre lâchait son chien sans prévenir. Tout le monde savait qui elles étaient, et personne ne voulait croiser leur chemin. À l'infirmerie, les choses n'étaient pas meilleures. Peu y étaient soignés. Elles servaient souvent de lieu d'élimination. Ceux qui arrivaient blessés savaient qu'ils avaient peu de chances d'en ressortir vivants. Les conditions étaient si mauvaises que beaucoup préféraient l'éviter, même si cela signifiait mourir lentement dans leur baraque. Les gardiennes SS surveillaient également cet endroit. Si quelqu'un criait ou demandait de l'aide, il était réduit au silence à coups ou déplacé vers une zone encore pire. Les femmes prisonnières subissaient des abus constants. Beaucoup étaient choisies pour des travaux forcés plus durs, simplement par caprice. Certaines furent soumises à des punitions spéciales. Elles étaient battues devant tout le monde, humiliées, privées de nourriture pendant des jours. C'était une forme de contrôle. D'autres étaient forcés à nettoyer avec des brosses à dents ou à passer des heures à genoux sous la pluie. L'objectif était clair: détruire la volonté. Malgré tout, certaines prisonnières tentaient de résister en silence. Elles partageaient un peu de pain, une couverture, un mot de soutien. Mais le système était conçu pour écraser tout geste d'humanité. Les délateurs étaient partout. Il suffisait d'un mot pour que quelqu'un se retrouve sur la liste des punitions. La méfiance s'installait comme un brouillard. Chaque jour était une lutte pour survivre sans être remarqué. Cette terreur organisée ne surgit pas de nulle part. Elle s'appliquait avec des règles claires, répétées encore et encore. Les punitions, les marches, les travaux absurdes, tout faisait partie d'une routine pensée pour épuiser les détenus jusqu'à les briser. Les femmes gardiennes n'étaient pas un complément. Elles étaient des pièces essentielles. Sans elles, le système n'aurait pas fonctionné de la même manière. Elles frappaient, hurlaient, ordonnaient, surveillaient.
Elles étaient présentes dans chaque recoin du camp. Ainsi se déroulait le quotidien à Stutov, sans répit, sans repos, avec la douleur comme norme. Ce qui s'y vivait n'était pas improvisé. C'était un engrenage parfaitement huilé pour détruire ceux qui franchissaient ses portes. Et beaucoup de celles qui faisaient fonctionner ce mécanisme portaient des tresses, des bottes brillantes et un uniforme qu'elles arboraient avec fierté. De la sélection au crématoire. Les chambres à gaz de Stutov n'étaient pas de simples installations cachées. Elles constituaient l'étape finale d'une routine soigneusement conçue. Dans ce lieu, les détenus n'arrivaient pas par hasard. Ils étaient passés auparavant par des sélections, des listes et des journées entières de travaux forcés absurdes. C'était un processus, un engrenage de décision allant des bureaux des chefs nazis jusqu'au regard direct d'une garde SS. Elles, tout comme leurs supérieurs, savaient parfaitement quel serait le destin de ceux qu'elles marquaient d'une croix. Les sélections étaient constantes, parfois sans avertissement. Elles descendaient des baraquements, alignaient les prisonniers et choisissaient. Nul besoin de parole. Un geste suffisait. Les plus faibles, les malades, ceux qui ne pouvaient plus se tenir debout, étaient écartés. Certains savaient ce qui les attendait. D'autres pensaient encore qu'on les enverrait vers un autre travail. Les femmes SS participaient à ces sélections sans montrer de doute. Elles regardèrent vite, pointaient du doigt et passaient au suivant. La chambre à gaz de Stutov fut officiellement installée en 1943. Bien que d'autres méthodes aient déjà été utilisées auparavant, comme les injections létales ou les fusillades, cette nouvelle manière de tuer était plus efficace. Elle se trouvait près du crématoire, séparée du reste du camp. Là, dans une pièce sans fenêtre, on enfermait les sélectionnés. À la place des douches, tombait le gaz Zyklon B, un produit qui, en quelques minutes, coupait le souffle à ceux qui le respiraient. C'était silencieux, sans coup de feu, sans cri à l'extérieur. Seulement le bruit du métal qui se ferme et les pas des gardes qui s'éloignent. Les femmes qui servaient de surveillantes dans cette partie du camp savaient tout ce qui se passait. Ce n'était pas un secret. Elles escortèrent les groupes. Parfois, elles les prenaient par la main pour qu'ils ne s'enfuient pas. D'autres fois, elles les forçaient avec des cris ou des coups de crosse. Si l'une résistait, elles la poussaient directement au sol. Le temps entre la sélection et la mort était court. Il n'y avait ni jugement, ni explication. Juste des ordres et une routine. Les corps laissés après chaque session étaient retirés par d'autres prisonniers. Beaucoup savaient qu'ils finiraient de la même manière. Mais en attendant, ils devaient porter leurs propres camarades, tout nettoyer, puis retourner au travail. Cela faisait partie de la punition psychologique, faire participer les vivants au processus, que les détenus ne craignent pas seulement la mort, mais aussi d'être contraints à y collaborer. Ce mécanisme était pensé pour écraser tout espoir. Le crématoire fonctionnait à côté. Parfois, il n'y avait pas assez de bois ni de temps, alors les cadavres étaient empilés par roulement. On les organisait en file, selon l'ordre d'arrivée. Si un groupe entier était exterminé, plusieurs jours pouvaient s'écouler avant que leurs restes disparaissent. Les cendres étaient dispersées, enterrées ou utilisées comme remplissage. Il ne restait rien. Ni nom, ni tombe. Le plus troublant, c'était la normalité avec laquelle tout cela se faisait. Les gardiennes mangeaient, dormaient, discutaient, puis escortèrent vers la mort. Certaines le faisaient sans élever la voix, d'autres avec un sourire ou des remarques glaciales. Certaines s'habituaient à l'odeur, aux cris étouffés, à la chaleur du four. Cela faisait partie de leur journée. Tout comme aller au travail ou à l'école, elles allaient surveiller une routine d'extermination. Et elles le faisaient sans jamais regarder en arrière. Le gaz arrivait dans des boîtes scellées, transportées par camion avec d'autres fournitures. Les boîtes étaient ouvertes avec précaution, et quelqu'un versait le contenu depuis une trappe supérieure. En quelques secondes, l'air devenait toxique. Ce n'était pas un processus long. Quelques minutes suffisaient pour que le silence s'installe. Ensuite, on attendait un peu, on ouvrait la porte, et l'étape suivante commençait. Retirer les corps. Il n'y avait pas de protection. Les prisonniers affectés à cette tâche travaillaient sans gants, sans masque, sans repos. Ils devaient soulever des corps inertes, les placer sur des brouettes ou les traîner directement jusqu'au four. La peau, l'odeur, la chaleur, tout faisait partie de l'environnement. Personne ne disait rien. Chacun savait que parler pouvait lui coûter la vie. La peur était un gardien de plus. Les gardiennes qui opéraient dans cette zone ne montraient aucune émotion.
Parfois, elles ne parlèrent même pas. Elles marchaient, surveillaient et donnaient des ordres d'un geste. Certaines fumaient en observant. D'autres regardaient ailleurs. La routine avait désactivé toute réaction humaine. Ce n'était plus une personne qui mourait, c'était un chiffre de plus à faire disparaître. Le four ne s'arrêtait pas. Il fonctionnait jour et nuit. Quand le bois manquait, on improvisait des méthodes. Les corps les plus maigres allaient en premier. On les plaçait en couches. On les combinait avec du bois, des chiffons, tout ce qu'on trouvait. L'objectif était que le feu ne s'éteigne pas. Parfois, la fumée noire couvrait tout le camp. D'autres fois, le vent l'emportait vers les baraques, et les prisonniers comprenaient ce qui se passait. Les exécutions n'étaient pas publiques, mais tout le monde savait qu'elles avaient lieu. Il suffisait d'observer le mouvement autour du crématoire, la fumée, le silence qui s'ensuivait. Les prisonniers comptèrent les absents, les tours perdus, les noms qu'on n'entendait plus. Tout faisait partie d'une logique cruelle. Chaque étape était pensée, depuis l'arrivée du train jusqu'à l'élimination finale. Le plus frappant, c'était la façon dont les gardiennes s'intégraient dans ce système. Elles n'étaient pas de simples spectatrices, elles étaient là tous les jours. Certaines aidèrent même à porter, d'autres donnaient le signal pour fermer la trappe, et bien que toutes n'aient pas eu le même degré de brutalité, aucune ne refusait, aucune ne s'écartait. C'était leur travail. Elles le faisaient parce qu'elles le pouvaient, parce que l'uniforme le leur permettait. À Stutthof, la mort n'était pas un événement. C'était une tâche parmi d'autres, comme balayer, compter ou servir les repas. Et celles qui l'exécutaient, de jeunes femmes aux tresses et bottes, le faisaient sans trembler. Ainsi fonctionnait le dernier maillon de l'horreur, sans cri, sans pause, sans retour en arrière. Comment se formèrent les gardiennes les plus redoutées? Parmi les femmes SS qui travaillèrent à Stutthof, certaines n'avaient guère plus de 20 ans. Elles étaient arrivées au camp depuis des zones rurales, sans expérience préalable, mais prêtes à obéir. Elles commencèrent comme assistantes ou surveillantes en formation, et en quelques mois, elles participaient déjà aux sélections et aux punitions. Beaucoup s'adaptèrent sans difficulté. L'uniforme, le pouvoir et la peur qu'elles inspiraient firent d'elles des figures redoutées parmi les prisonniers. Elles n'avaient pas un passé marqué par la violence, mais s'y habituèrent rapidement. L'une d'elles fut Jenny Wanda Barkman. Elle avait un visage de mannequin et à peine 24 ans lorsqu'elle arriva au camp. Elle était connue pour son style soigné et pour marcher avec une élégance contrastant avec la brutalité de ses actes. Elle participait activement aux exécutions. Elle frappait les détenus avec un fouet en cuir et n'hésitait pas à désigner ceux qui devaient mourir. Elle ne criait pas. Ses ordres étaient froids, secs. Pour les internés, la voir signifiait un danger immédiat. Une autre jeune figure fut Ewa Paradis. D'apparence calme, elle arborait un sourire discret qui ne laissait pas présager le mal qu'elle pouvait faire. Elle s'occupait de transférer des femmes et des enfants vers les zones d'extermination. Selon plusieurs témoins, elle frappait sans prévenir, surtout celles qui pleuraient ou résistaient. Son rôle ne se limitait pas à accompagner. Elle donnait des ordres aux prisonniers, les poussait, et parfois les frappait même une fois dans la chambre à gaz. Wanda Klaff était une autre jeune gardienne remarquée pour son fanatisme. Elle disait être fière de servir le Troisième Reich et ne cachait pas son enthousiasme à punir. Certains se souviennent d'elle riant en surveillant les internés. Elle n'avait pas besoin d'une raison précise pour frapper. Il suffisait que quelqu'un trébuche ou ne comprenne pas un ordre. Selon les témoignages, elle demandait parfois elle-même à participer aux exécutions, ce que toutes ne faisaient pas de leur propre initiative. Ces femmes, bien que jeunes, n'étaient pas étrangères au fonctionnement du camp. Elles étaient formées pour savoir ce qu'on attendait d'elles, et beaucoup allèrent plus loin. Elles se proposaient pour des tâches que d'autres évitaient. Ce n'était pas seulement de l'obéissance. Dans plusieurs cas, elles montraient de l'initiative. Elles voulèrent prouver qu'elles pouvaient être aussi efficaces que leurs collègues masculins. Certaines y parvenaient brillamment, et cela les rendait encore plus redoutées. La formation de ces jeunes femmes n'était pas longue, mais elle était ciblée. Elles recevaient des cours rapides sur la discipline, la surveillance et les punitions. En quelques semaines, elles passaient du statut d'assistante à celui de responsable direct de groupes entiers de prisonniers. Il ne leur fallait pas des années de service pour devenir craintes. La plupart savaient dès le départ ce qu'elles pouvaient faire et jusqu'où elles pouvaient aller sans conséquence. Certaines venèrent de familles pauvres, d'autres cherchaient une stabilité. Mais une fois dans le système, elles ne s'arrêtèrent plus.
Elles s'adaptèrent à l'environnement du camp avec une rapidité qui impressionna même leurs supérieurs. L'uniforme leur donnait du pouvoir, et elles l'exerçaient avec assurance. Les prisonniers le savaient. Et beaucoup préféraient croiser des hommes SS que certaines jeunes surveillantes. L'une des choses qui impressionnait le plus les détenus, c'était le sang-froid. Ce n'étaient pas les cris qui faisaient peur, mais la manière calme dont elles appliquaient les châtiments. Certaines donnaient l'ordre sans élever la voix. D'autres observaient en silence pendant que d'autres frappaient à leur place. C'était un contrôle absolu sans perdre leur calme. Une maîtrise qui ne s'enseignait pas, mais qu'elles adoptaient naturellement. Elles étaient aussi présentes lors des marches de la mort. Quand le front soviétique approchait et que les nazis évacuaient les camps, nombre de ces gardiennes accompagnèrent les prisonniers dans des marches forcées de centaines de kilomètres. Elles ne montraient aucune compassion. Si quelqu'un tombait, il était abandonné ou achevé. Elles maintenaient l'ordre avec des armes, des fouets et des menaces. Peu importait qu'elles soient loin du camp, elles appliquaient toujours le même niveau de dureté. Plusieurs de ces femmes furent capturées à la fin de la guerre. Toutes ne réussirent pas à fuir. Certaines retournèrent dans leur village, pensant que personne ne se souviendrait d'elles. Mais les témoignages les identifièrent. Leurs visages, leurs gestes, leurs phrases étaient reconnus par les survivants. Lors des procès, beaucoup furent désignés directement. Les récits étaient clairs. Personne ne doutait de leur participation active. Lors du procès de Gdansk, elles s'assirent sur le même banc que les officiers masculins. Il n'y eut pas de distinction. L'âge ou le genre ne servira pas d'excuse. Les preuves étaient accablantes. Photographies, noms, listes de tâches. Certaines avouèrent. D'autres tentèrent de nier. Mais les survivants les affrontèrent avec fermeté. Ils se souvenaient de chaque visage, de chaque coup, de chaque ordre reçu. À la fin, plusieurs de ces jeunes gardiennes furent condamnées à mort. Elles furent pendues en public comme symbole de justice. Il n'y eut pas d'appel, ni de larmes. Elles montèrent à l'échafaud escortées, tandis qu'une foule les observait. Certaines gardaient la tête haute, d'autres la baissaient, mais aucune ne demanda pardon. Elles moururent comme elles avaient vécu dans le camp, fermes, silencieuses et conscientes de ce qu'elles avaient fait. Le tribunal qui mena les SS à la potence. Lorsque la guerre prit fin, la Pologne n'était plus la même. Les villes étaient en ruine, des millions de personnes étaient mortes, et les camps de concentration laissaient derrière eux un silence pesant. Mais au milieu de cette destruction, un besoin de justice émergea. Dans le cas de Stutov, cette justice prit la forme de procès organisés à Gdansk entre avril et mai de 1946. Là ne furent pas seulement jugés des hommes des SS. Des femmes également, nombreuses, jeunes et sans passé militaire, furent traduites en justice. Le tribunal était composé de juges polonais, avec un soutien soviétique. Ce ne fut pas un procès fermé ni secret. L'objectif était de montrer au monde ce qui s'était passé et de faire comprendre qu'il n'y aurait pas d'impunité. Les procureurs rassemblèrent des témoignages, des documents, des objets retrouvés dans le camp, et même des photographies. Les déclarations des survivants constituaient le cœur du processus. Beaucoup voyagèrent depuis d'autres pays pour raconter ce qu'ils avaient vécu. Parmi les accusés figuraient des gardiens connus pour leur brutalité. Jenny Wanda Barkman, Ewa Paradise et Wanda Klaff furent parmi les plus cités. D'autres noms, moins connus mais tout aussi impliqués dans les tâches du camp, apparurent également. La majorité ne nia pas avoir travaillé là, mais tenta de minimiser son rôle. Ils affirmaient avoir suivi des ordres, ne pas avoir su tout ce qui se passait, ou s'être limités à des tâches mineures. Mais les témoins racontaient une toute autre histoire. Les séances étaient intenses. On y relatait des coups, des exécutions, des marches forcées et des scènes de sadisme. Certains témoignages étaient si détaillés qu'ils ne laissaient aucun doute. Les descriptions physiques, les phrases prononcées par les accusés, leurs gestes, tout concordait. Plusieurs témoins éclataient en sanglots en se remémorant les faits. D'autres parlaient avec une colère contenue. Mais tous s'accordaient à dire que ces femmes ne se contentaient pas d'obéir. Elles participaient avec enthousiasme. Les accusées étaient assises en rang. Elles portaient des vêtements civils, les cheveux attachés, le visage tendu. Certaines écoutaient fixement le sol. D'autres regardaient le juge droit dans les yeux. Toutes n'affichèrent pas la même attitude. Certaines semblaient repentantes, d'autres défiantes. Mais aucune n'interrompait.
Elles savaient que leur sort était scellé. La peine capitale était sur la table. Les sentences furent prononcées sans délai. Pour plusieurs des gardiennes, la peine fut la pendaison. Le tribunal ordonna que les exécutions soient publiques. Des structures improvisées furent installées sur la place de Gdansk. La population locale afflua en masse. Elle voulait voir de ses propres yeux celle qui avait exercé un pouvoir absolu dans les camps, désormais soumise au verdict de la loi. Les images des potences furent diffusées dans tout le pays. C'était un message clair. Personne ne resterait impuni. Jenny Wanda Bachmann fut l'une des premières à monter à l'échafaud. Elle resta calme jusqu'à la fin. Elle ne pleura pas, ne parla pas. Elle marcha en silence et monta les marches. Ewa Paradis la suivit. Elle chancela un peu mais ne cria pas non plus. Wanda Klaff, en revanche, murmura quelques mots avant que la corde ne soit ajustée. Les témoins se souvinrent de ce moment comme d'une clôture nécessaire. Pas une vengeance, mais un symbole de justice rendue. Les exécuteurs étaient membres de la nouvelle administration polonaise. Aucun d'eux ne montra d'hésitation. La cérémonie fut rapide. Pas de pause ni de discours. Juste des noms lus à haute voix, des pas déterminés et un dernier souffle. Les femmes pendirent au bout des cordes pendant que le public gardait le silence. Puis, lentement, la foule se dispersa. Au total, 11 personnes furent exécutées ce jour-là. 9 hommes et 2 autres femmes, en plus des 3 gardiennes mentionnées. Tous avaient travaillé à Stutov ou dans ses sous-camps. Les preuves contre eux étaient irréfutables. Documents signés, ordres émis, témoignages concordants. Les procureurs avaient rebouclé chaque dossier avec précision. Aucun doute n'avait été laissé. Après les exécutions, les autorités autorisèrent l'enterrement des corps dans des tombes anonymes. Ils ne voulèrent pas en faire des symboles. Il n'y aurait ni plaques, ni souvenirs, ni fleurs. Seulement de la terre sur eux. Ainsi se terminait l'histoire publique de ceux qui, pendant des années, avaient décidé de la vie et de la mort de milliers de personnes. Le procès de Stutov marqua une différence par rapport à d'autres procédures. Ici, il ne s'agissait pas de hauts responsables nazis. Il s'agissait de personnel subalterne, de gardiens et d'auxiliaires, de jeunes femmes sans grade militaire. Et pourtant, la justice ne fit aucune distinction. Il fut démontré que la responsabilité ne dépendait pas du rang, mais des actes. Que ceux qui participèrent activement, même s'ils étaient jeunes ou femmes, devraient aussi rendre des comptes. Ainsi tomba Gerda Steinhoff, main de fer de Stutov. Gerda Steinhoff arriva à Stutov alors qu'elle n'avait que 23 ans. Elle avait auparavant travaillé comme aide domestique, puis comme conductrice de tramway. Son intégration au camp fut rapide. En quelques semaines, elle passa du statut d'apprenti à celui de l'une des surveillantes les plus connues du lieu. Non seulement par sa présence constante, mais aussi par sa participation active aux sélections pour les chambres à gaz. Contrairement à d'autres, elle ne restait pas à l'écart. Elle faisait preuve d'initiative, elle avait une apparence ordinaire, mais son attitude la distinguait. Toujours droite, avec une expression sérieuse, elle était perçue par les prisonniers comme une figure d'autorité. Elle n'avait pas besoin de crier pour s'imposer. Elle marchait d'un pas ferme parmi les internés, donnait des ordres directs et punissait sans hésitation. Certains survivants se souvenaient de sa présence comme quelque chose d'intimidant, même plus que celle des hommes SS. Ils savaient que si elle apparaissait lors d'une sélection, quelque chose de mauvais allait se produire. Son travail ne se limitait pas à la surveillance. Gerda organisait les transferts, formait les files de prisonniers et décidait qui vivait et qui mourait. Elle était au courant de tout le processus, depuis l'arrivée des déportés jusqu'à leur destination finale. Ce n'était pas une simple témoin. Selon les documents du procès, elle participa à au moins une douzaine de sélections pour la chambre à gaz. Et elle ne le faisait pas par obligation, mais avec efficacité. Sa manière de traiter les prisonniers était directe. Elle n'utilisait pas d'insultes ni d'agressions verbales. Son pouvoir résidait dans l'assurance avec laquelle elle agissait. Un ordre de sa part suffisait pour que les autres gardes obéissent. Même parmi les prisonniers les plus anciens, son nom provoquait de l'attention. Personne ne voulait croiser son chemin. Elle était imprévisible. Elle n'avait pas besoin de justification pour punir ou désigner quelqu'un. Dans les derniers mois du camp, alors que les nazis savaient déjà que la guerre était perdue, Steinhoff maintint sa routine. Elle ne ralentit pas. Elle continua à participer aux tâches les plus dures. Certains témoins affirmèrent que même à ce moment-là, quand beaucoup cherchaient à disparaître, elle apparaissait encore lors des sélections.
Elle ne semblait pas affectée par la peur de la faim. Elle restait ferme, comme si rien n'allait changer. Lorsque l'armée rouge s'approcha de Stutthof, les nazis commencèrent à évacuer. Gerda Steinhoff fut l'une des surveillantes qui prit la fuite. Elle réussit à se mêler aux civils et à se cacher pendant un temps, mais elle fut rapidement capturée. Les témoignages des survivants permirent de l'identifier sans difficulté. Son nom apparaissait encore et encore dans les dépositions. Personne ne l'avait oublié. Elle fut arrêtée en 1945 et transférée à Gdansk pour être jugée. Durant le procès, son comportement fut calme. Elle ne nia pas avoir travaillé dans le camp, mais tenta de minimiser son rôle. Elle affirma avoir simplement obéi aux ordres, avoir accompli des tâches administratives. Mais les témoignages étaient accablants. Les survivants relataient des scènes précises, avec des dates, des lieux et des noms. Gerda était présente. Elle avait choisi des personnes pour mourir. Elle avait donné des ordres menant à la chambre à gaz. Une témoin raconta comment Steinhoff désignait d'un geste de la main ceux qui allaient être séparés. Une autre affirma l'avoir vu frapper une femme enceinte. Plusieurs s'accordaient à dire qu'elle ne montrait aucun remords dans l'exercice de ses fonctions. Elle était un rouage actif du système, pas une pièce passive, et c'est cela que le tribunal prit en compte pour prononcer sa sentence. Elle fut condamnée à mort aux côtés d'autres gardiennes et officiers nazis. Son exécution fut publique. Elle monta à l'échafaud avec la même expression sérieuse qu'elle arborait à Stutthof. Elle ne dit pas un mot. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement devant elle et attendit. La corde tomba et son corps resta suspendu. La foule qui assista à la scène ne célébra pas, ne cria pas. Elle observa en silence la clôture d'un chapitre sombre. L'histoire de Gerda Steinhoff ne fut pas celle d'une figure de haut rang. Elle n'était ni commandante ni idéologue, mais son rôle fut tout aussi destructeur. Depuis son poste de gardienne, elle prit des décisions qui coûtèrent des vies. Et bien qu'elle ait tenté de diluer sa responsabilité, l'épreuve parlera pour elle. Son cas démontra que le pouvoir, même entre les mains d'une jeune surveillante, pouvait être aussi létal que celui de n'importe quel chef nazi. De surveillante obéissante à prisonnière à Gdansk. Elfriede Monneke n'avait que 22 ans lorsqu'elle arriva à Stutthof. Elle avait reçu une brève formation à Ravensbrück avant d'être envoyée comme surveillante auxiliaire. Contrairement à d'autres gardiennes, elle n'avait aucune expérience et ne montrait pas au début une attitude dominante. Elle était silencieuse, quelque peu distante et arborait presque toujours une expression neutre. Mais cela ne l'empêcha pas de finir impliquée dans les actions les plus dures du camp. Sa tâche principale consistait à surveiller des groupes de femmes prisonnières, les accompagner lors des transferts et s'assurer qu'elles obéissaient aux ordres. Dans ses fonctions, elle fut vue en train de frapper des détenus, de les pousser ou de leur crier dessus lorsqu'elles ne suivaient pas le rythme. Certains témoins dirent qu'au début, elle semblait agir avec hésitation, mais qu'elle finit par suivre les routines sans hésiter. Elle s'adapta au système sans le remettre en question. Lors des processus de sélection pour les chambres à gaz, Elfriede fut également mentionnée. Ce n'était pas elle qui décidait, mais elle était présente. Elle faisait partie des rangs de surveillance, gardait les prisonniers qui attendaient leur tour et fermait les portes lorsque cela était nécessaire. Elle ne protesta jamais, elle se contentait d'obéir. C'est précisément cette obéissance complète sans émotion apparente que les témoins mirent en avant. Une prisonnière se souvenait de Monneke poussant sans élever la voix des femmes vers les camions qui les conduisaient à la mort. Une autre disait la voir chaque jour, toujours ponctuelle, toujours rigide. Elle ne se moquait pas, mais n'aidait personne non plus. Elle gardait ses distances, comme si elle se trouvait ailleurs. Mais elle était bel et bien là, au cœur de tout, participant activement au processus. À la fin de la guerre, Elfriede Monneke fut capturée avec d'autres gardiennes. Lors du procès tenu à Gdansk, son nom apparut dans plusieurs témoignages. Elle fut clairement identifiée. Bien que son rôle n'ait pas été aussi visible que celui d'autres, sa responsabilité était évidente. Elle était présente, exécutait les ordres, contribuait au bon fonctionnement du système. Pendant le procès, Monneke adopta une attitude réservée. Elle écoutait les témoignages sans interrompre et répondait à peine lorsqu'on l'interrogeait. Ses réponses étaient brèves, presque mécaniques. Elle affirmait avoir fait ce qu'on lui ordonnait et ne pas avoir compris pleinement ce qui se passait dans le camp. Mais les témoins ne partagèrent pas cet avis. Pour eux, il était évident qu'elle savait ce qui se passait. Elle ne fut pas accusée d'actes extrêmes ni de cruauté manifeste.
Mais son rôle dans l'engrenage était indéniable. Les autorités décidèrent de ne pas lui infliger la peine de mort. À la place, elle reçut une peine de 10 ans de prison. Elle fut transférée dans un centre de détention pour purger sa peine, loin de l'attention publique qui entoura d'autres gardiennes plus connues. En prison, Moneke ne causa pas de problème. Elle respectait les règles, évitait les conflits et gardait un profil bas. Elle ne parla plus jamais publiquement de son temps à Stutov. On ne sait pas non plus qu'elle ait tenté de justifier ses actes ou de rechercher l'attention. Son histoire resta dans l'ombre de celle d'autres figures du camp, mais sa participation était bien enregistrée dans les documents officiels. Des années plus tard, après avoir purgé une partie de sa peine, elle fut libérée. Elle s'installa dans une région tranquille d'Allemagne, où elle vécut dans l'anonymat. Elle ne donna pas d'interview et n'écrivit pas de mémoire. Son nom réapparut à peine dans les archives après le procès. Mais pour ceux qui survécurent à Stutov, sa figure ne disparut pas. Ils se souvenaient d'elle comme d'une surveillante de plus, quelqu'un qui accomplit son rôle au sein d'un système d'extermination, sans se distinguer, mais sans s'y opposer. Le cas d'Elfriede Moneke fut différent de celui d'autres gardiennes exécutées. Elle ne fut pas perçue comme une sadique ni comme une figure centrale, mais sa présence constante et son obéissance sans faille suffirent à la condamner. Elle représentait de nombreuses autres qui, sans être des leaders, rendirent possible le fonctionnement du système. L'histoire cachée d'Ewa Paradis. Ewa Paradis naquit en 1920 et travailla comme serveuse avant de rejoindre le personnel de Stutov. Elle arriva au camp vers l'âge de 24 ans et assuma rapidement des fonctions actives en tant que gardienne. Contrairement à d'autres femmes qui passaient inaperçues, Ewa acquit rapidement une réputation pour son attitude déterminée et son implication dans les tâches de surveillance. Son nom commença à apparaître fréquemment dans les témoignages des prisonnières. Elle n'était pas une autorité suprême dans le camp, mais elle contrôlait des zones spécifiques et supervisait d'autres surveillantes. Dans les récits des survivantes, son nom était associé à la dureté et à la froideur. Elle ne craignait pas d'utiliser la force, criait des ordres d'un ton ferme et participait au fil de prisonniers sélectionnés pour être exécutés. Bien qu'elle ne prenne pas de décision finale, elle exécutait les ordres sans objection. Un témoignage affirmait qu'Ewa effectuait des fouilles personnelles sur les détenus, les obligeant à se déshabiller en plein froid et leur hurlant dessus si elles ne réagissaient pas immédiatement. Une autre prisonnière se souvenait d'elle marchant avec un fouet accroché à sa ceinture. Même si elle ne l'utilisait pas toujours, sa simple présence suffisait à imposer la discipline. Les femmes qui travaillaient dans la cuisine du camp la mentionnaient également. Elle disait qu'elle venait inspecter les marmites, et si elle remarquait une anomalie dans la distribution de la nourriture, elle infligeait des punitions. Pendant les sélections, Ewa ne restait pas en retrait. Elle fut aperçue plusieurs fois en train de surveiller les groupes en route vers les chambres à gaz ou vers les trains de transfert. Son rôle était de veiller à ce que tout se passe sans résistance. Elle n'élevait pas la voix, mais sa présence était rigide. Elle marchait entre les rangs et observait sans ciller. Si quelqu'un sortait de la ligne, elle le repoussait sans hésiter. Dans les derniers mois de fonctionnement de Stutov, alors que l'avancée de l'armée rouge était imminente, Paradis fut l'une de celles qui restèrent à leur poste. Elle ne disparut pas, ne demanda pas de transfert, ne montra aucun signe de peur. Elle continua à remplir ses fonctions jusqu'au dernier jour du camp. Cette constance fut l'un des éléments les plus retenus comme preuve lors de son procès. Lorsqu'elle fut arrêtée, Ewa Paradis ne résista pas. Elle fut transférée à Gdansk, où elle fut jugée avec d'autres gardiennes du camp. Pendant les audiences, son comportement fut ferme. Elle ne pleura pas, ne protesta pas. Elle admit avoir travaillé comme surveillante, mais minimisa sa responsabilité. Elle déclara avoir obéi aux ordres et n'avoir jamais maltraité volontairement qui que ce soit. Cependant, les témoignages recueillis étaient clairs. Une témoin affirma l'avoir vue à de nombreuses sélections. Une autre raconta comment Ewa surveillait les prisonnières durant les marches vers le camp d'extermination, prête à intervenir si l'une d'elles déviait. Plusieurs témoignages s'accordaient pour dire que son attitude n'était pas celle d'une simple exécutante, mais reflétait un engagement actif. Cette perception fut déterminante dans sa condamnation. Le tribunal lui infligea la peine de mort. Elle fut l'une des rares femmes exécutées publiquement. Le jour de son exécution, elle se présenta avec un visage sérieux. Elle ne parla pas, ne demanda pas pardon et ne réagit pas à la foule.
Elle monta à l'échafaud d'un pas assuré. La corde tomba sans incident. Ceux qui assistèrent à l'acte dirent que tout se déroula dans un silence total. Par la suite, son nom fut inscrit aux côtés d'autres figures du camp. Il ne reçut pas autant d'attention médiatique que celui de Barkman ou Steinhoff, mais ne tomba pas dans l'oubli pour autant. Son histoire représenta celle de nombreuses surveillantes qui, sans occuper les plus hauts rangs, participèrent directement au fonctionnement des camps. Des femmes qui n'élaboraient pas les ordres, mais les exécutaient sans s'y opposer. Ewa Paradise ne laissa ni lettre ni déclaration finale. Elle ne chercha pas à redorer son image ni à nier les faits. Son image resta figée dans les documents du procès et dans les souvenirs de ceux qui passèrent par Stutthof. Elle fut l'un des maillons d'une chaîne de surveillance qui n'avait pas besoin de cris pour être létale, et sa fin ferma une autre page de ce sombre chapitre. La gardienne la plus silencieuse du camp, Elizabeth Baker naquit en 1923 à Neuteich. Durant sa jeunesse, elle travailla comme employée de bureau avant d'être recrutée pour suivre une formation de surveillante à Ravensbrück. À seulement 21 ans, elle fut affectée au camp de Stutthof, où elle commença à exercer des fonctions de surveillance. Son apparence timide et calme contrastait avec le rôle qu'elle assumait. Elle ne resta à Stutthof que quelques mois, mais ce laps de temps suffit à l'associer aux activités d'extermination. On la vit à plusieurs reprises lors de sélections et dans des tâches de contrôle. Bien qu'elle ne fût pas ouvertement agressive, elle remplissait son rôle sans discuter. Elle surveillait les prisonnières, contrôlait les files et accompagnait les groupes sélectionnés jusqu'au camion. De nombreux témoins se souvenaient de son visage jeune et de son attitude discrète. Contrairement à d'autres gardiennes plus notoires, Baker ne se faisait pas remarquer par des cris ou des coups. Son pouvoir résidait dans l'exécution silencieuse de chaque ordre. Elle marchait parmi les détenus sans modifier son allure, mais avec un regard fixe. Les survivants disaient qu'elle ne semblait pas prendre plaisir à son travail, mais qu'elle ne s'en écartait pas non plus. Elle suivait le protocole à la lettre. Lorsque la guerre prit fin, Elizabeth retourna dans sa ville et tenta de passer inaperçue. Elle ne pensait pas que quelqu'un se souviendrait d'elle. Mais les rapports des Alliés et les listes du personnel de Stutthof permirent de la localiser. Elle fut arrêtée en 1945 et jugée aux côtés de 9 autres femmes. Ce groupe comprenait également Steinhoff, Paradis et Barkman. Lors du procès, Elizabeth fut l'une des rares à exprimer des remords. Elle déclara s'être engagée sans savoir où elle allait et s'être sentie piégée dans un système dont elle ne pouvait sortir. Sa défense tenta de démontrer qu'elle n'avait aucun pouvoir réel, qu'elle ne faisait qu'obéir. Mais les témoins insistèrent. Elle était présente. Elle contribua au maintien de l'ordre, elle fit partie de la machine. Le tribunal ne se laissa pas convaincre par son apparence tranquille, ni par ses mots de repentir. Il considéra que, même si son passage à Stutthof avait été bref, elle avait été impliquée dans les crimes du camp. Son rôle de surveillante, sa présence lors des sélections et son soutien logistique suffirent pour prononcer une sentence. Elle fut condamnée à mort avec d'autres gardiennes. Le jour de son exécution, Elizabeth resta digne. Vêtue simplement, elle monta à l'échafaud en silence. Elle ne demanda pas de clémence et ne prononça aucune dernière parole. Elle attendit simplement. Lorsque la corde tomba, son histoire s'acheva comme celle de nombreuses autres femmes qui avaient fait partie du système nazi sans se distinguer publiquement, mais dont les actes laissèrent une empreinte chez les survivants. Après sa mort, son cas fut enregistré parmi les exécutions les plus jeunes du procès de Stutthof. Elle n'avait que 22 ans lorsqu'elle fut pendue. Son nom ne fit pas la une comme d'autres, mais les archives laissèrent peu de doute sur sa participation. Elle ne fut ni une meneuse ni une figure centrale, mais elle représenta de nombreuses autres qui suivirent les ordres sans résistance. Le chapitre d'Elizabeth Baker montra que même celle qui semblait avoir un rôle mineur pouvait être une pièce essentielle d'un engrenage létal. Elle ne criait pas, ne frappait pas, mais elle était là, exécutant sans faillir, et cela suffit pour que la justice la rattrape. Les exécutions publiques des gardiennes. En avril 1946, les autorités polonaises décidèrent de procéder à une exécution publique à Gdansk. Ce ne fut pas un acte improvisé ni réservé à un petit groupe. Tout fut planifié avec soin pour être vu par des milliers de personnes. L'objectif était que le châtiment des gardiennes de Stutthof reste gravé comme un avertissement clair et visible.
Le lieu choisi fut une grande esplanade près de la gare, suffisamment vaste pour y installer des échafauds et accueillir la foule. Les préparatifs commencèrent plusieurs jours à l'avance. Des soldats du nouveau régime érigèrent des plateformes en bois surélevé et vérifièrent chaque détail. Les cordes, les poteaux et les trappes furent testés à plusieurs reprises. Les autorités voulèrent s'assurer qu'aucune erreur ne surviendrait. L'événement n'était pas seulement légal, il était aussi symbolique, montrer la fin de la domination nazie et punir de manière exemplaire celles qui avaient activement participé au crime. Le matin de l'exécution, des milliers de personnes arrivèrent de différents endroits. Civils, survivants, écoliers, travailleurs et militaires occupèrent l'espace devant le dispositif improvisé. Certains venaient pour la justice, d'autres par curiosité morbide, mais tous savaient qu'ils assisteraient à quelque chose d'unique. Sur les côtés, des soldats maintenèrent l'ordre. Personne ne pouvait s'approcher trop près. L'atmosphère était tendue, mais disciplinée. Les femmes condamnées furent amenées sur les lieux dans des camions escortés. Elles avançaient en file, les mains liées, encadrées par des gardes armés. Le public les observait en silence. Certaines furent accueillies par des cris, d'autres par des chuchotements. Il n'y eut pas d'insultes collectives, seulement un silence chargé. Elles montèrent une à une sur leurs échafauds respectifs, sous le regard fixe de milliers de témoins. Les autorités vérifièrent que tout était prêt avant de donner le signal. Quand l'ordre fut donné, les bourreaux actionnèrent les trappes sans cérémonie. Les corps des gardiennes tombèrent en même temps, sans un seul cri. Le silence du moment fut plus fort que n'importe quelle parole. La foule ne réagit pas immédiatement. Certains baissèrent les yeux, d'autres restèrent figés. Les exécutions furent rapides, mais leur impact fut profond. Les soldats retirèrent les corps avec précaution, un par un, tandis que le public continuait à regarder. Personne n'applaudit. Il n'y eut pas de réjouissance. Ce fut une scène lourde, plus proche de la fermeture d'une blessure que d'une célébration. Plusieurs témoins partirent sans un mot. Certains pleuraient en silence. La justice avait été rendue sous les yeux de tous, mais elle n'apporta pas de soulagement immédiat. La presse locale couvrit l'événement sans sensationnalisme. Les photographies montraient les échafauds vides et les visages de la foule. Les journaux parlèrent de la fin d'une époque, de la clôture d'une histoire. Il n'y eut ni martyr, ni discours héroïque, seulement le poids de ce qui s'était passé. Le message était clair, personne ayant participé au crime de Stutthof ne resterait impuni. Avec le temps, cet événement devint l'un des actes publics les plus mémorables de la Pologne de l'après-guerre. Non pas tant pour sa violence, mais pour ce qu'il symbolisait. C'était la fin des gardiennes passées de serveuses à complices d'extermination. C'était la clôture d'un chapitre où des femmes ordinaires étaient redevenues parties intégrantes d'un système meurtrier. Ce fut le dernier procès avec exécution publique de ce genre en Pologne. Par la suite, les peines de mort furent appliquées sans la présence de foule. Ce qui se passa à Gdansk ne se reproduisit jamais. Ce fut un rappel visuel de ce qu'avait représenté Stutthof et de ce que l'on ne voulait plus jamais revoir. Les exécutions publiques des gardiennes de Stutthof furent la clôture visible de l'un des épisodes les plus sombres du camp. Ce ne furent pas des châtiments secrets, ni des décisions dissimulées. Elles eurent lieu devant des milliers de personnes, dans l'intention de montrer que même celles qui semblaient avoir peu de pouvoir pouvaient être responsables de crimes graves. Ces femmes ne concevaient pas de stratégie, ne dictèrent pas d'ordre depuis des bureaux. Elles exécutaient des tâches quotidiennes dans un lieu où tuer faisait partie de la routine. Chacune joua un rôle spécifique, et cela suffit pour qu'elle soit jugée. Les sentences et les potences ne furent pas seulement une réaction, elles furent aussi un avertissement clair. Nul ayant participé activement ne resterait impuni. Aujourd'hui, leurs histoires ne résonnent pas dans les rues, ni ne sont enseignées à l'école. Mais elles demeurent un rappel dérangeant, car l'obéissance aveugle, le silence et l'habitude construisent aussi des systèmes comme celui qui a existé à Stutthof. Et la question qui reste en suspens est directe. Une telle chose pourrait-elle se reproduire avec d'autres visages, ailleurs, sous d'autres ordres ?